Aujourd'hui, nous allons voir l'anime intitulé « La vie agricole dans un autre monde ». Dans les autres animes, le personnage principal combat et soumet le roi démon dans un autre monde, puis conquiert le monde entier. Mais dans cet anime, le personnage principal construit une ferme après avoir voyagé dans un autre monde, passant ses journées à étudier l'agriculture. Plus étrange encore, il attire inopinément un grand nombre de beautés pour en faire ses épouses, dont un vampire, un elfe et même un ange du ciel. Comment peut-il y parvenir? Commençons par le récapitulatif d'aujourd'hui. Le personnage principal s'appelle Hiraku Mashio et mène une vie misérable. Non seulement il est trahi, mais il souffre également d'une maladie incurable. Après sa mort, il arrive au paradis. À ce moment-là, le dieu lui dit qu'il s'agit d'une erreur de sa part, et que la punition qui appartenait à l'origine à la personne malveillante a été placée par erreur sur Hiraku. Le dieu propose donc de dédommager Hiraku, et il acceptera tout ce que Hiraku voudra. Hiraku réfléchit un moment et propose de devenir agriculteur. En raison de ses mauvaises relations interpersonnelles et du fait qu'il a souvent regardé des émissions sur l'agriculture lorsqu'il était malade, il ne cesse de fantasmer qu'après sa guérison, il pourra aller dans un endroit où il y a peu de gens pour devenir fermier et mener une vie tranquille. Après cela, le dieu bénit Hiraku en lui donnant un corps sain et un outil agricole omnipotent. Lorsqu'Hiraku se réveille, il se trouve dans une grande forêt. Hiraku conserve ses souvenirs antérieurs et invoque immédiatement l'outil agricole omnipotent que le dieu lui a confié. Il est impatient de commencer à cultiver la terre. En utilisant cet outil agricole omnipotent, il peut cultiver sans consommer de force physique et transformer la terre dure en sol fertile. Immédiatement après, Hiraku trouve un grand arbre dans la forêt et s'en sert comme future forteresse. Il doit d'abord s'occuper de la source d'eau, mais il cherche longtemps dans la forêt et ne trouve pas de rivière, alors il décide de creuser un puits. Pendant qu'il réfléchit, l'outil agricole omnipotent se transforme en pelle. Il creuse pendant des heures avec cette pelle et trouve enfin la source d'eau. Il commence alors à construire sa propre maison. La première étape consiste à couper l'arbre, et Hiraku transforme l'outil agricole omnipotent en hache. Avec un peu de force, il coupe directement l'arbre. Plus tard, il transforme l'outil agricole omnipotent en machette et commence à s'occuper du grand arbre qu'il vient d'abattre. Cet outil agricole omnipotent est très magique, et couper des arbres avec cette machette est plus facile que de couper des légumes. Hiraku coupe facilement les arbres dans la forme qu'il souhaite. Il veut commencer à construire une maison lorsqu'il s'aperçoit que le soleil s'est couché. Il décide alors de creuser un trou sous ce grand arbre pour se reposer. Dans ce monde, il y a 2 lunes la nuit, ce qui lui permet de voir clairement la nuit. Hiraku transforme alors l'outil agricole omnipotent en lime et se fabrique de nombreux couverts. Tôt le lendemain matin, il transforme l'outil agricole omnipotent en loupe et utilise le principe de focalisation du soleil pour faire du feu. Plus tard, il nettoie l'environnement. Bien qu'il ne soit pas fatigué lorsqu'il utilise l'outil agricole omnipotent, sa force physique est toujours épuisée lorsqu'il ne l'utilise pas. Au bout d'un moment, il commence à avoir faim. C'est alors qu'un lapin démoniaque l'attaque dans la forêt, et Hiraku, paniqué, frappe la tête du lapin démoniaque avec une houe, après quoi la tête du lapin se transforme immédiatement en un tas de terre. Heureusement, le corps du lapin démoniaque est toujours là, et il utilise la viande du lapin démoniaque, ainsi que le feu qui a été construit peu de temps auparavant, pour faire un barbecue afin de se remplir l'estomac. Après s'être rassasié, Hiraku veut aller aux toilettes. Il utilise donc l'outil agricole omnipotent pour se fabriquer des toilettes, qui contiennent une bouche d'évacuation, un espace de rangement et des toilettes. Il peut enfin aller aux toilettes dans cet environnement caché. Ensuite, il commence à créer ses propres terres agricoles. Tant qu'il utilise cet outil agricole omnipotent pour cultiver, il n'a pas besoin de semer des graines, et les graines des légumes qu'il a en tête sortent automatiquement du sol. De plus, ces légumes poussent très vite. Afin d'éviter que son champ ne soit détruit par les bêtes sauvages, il construit une clôture autour du champ et creuse une fosse profonde dans le sol à l'extérieur de la clôture. Pendant que les légumes poussent, Hiraku se remplit l'estomac de lapins démons et de sangliers autour de lui. Quelques jours plus tard, ses terres sont enfin rangées et il se construit une petite maison. Alors qu'Hiraku s'adapte à la vie de fermier, il rencontre 2 loups blessés. Par gentillesse, Hiraku leur donne le sanglier qu'il a ramassé ces derniers jours. À cette époque, Hiraku découvre que la louve démoniaque qui était enceinte est sur le point de mettre bas, et il leur cède donc sa maison. La nuit, il craint que la louve démoniaque ne soit congelée, et il fait donc des feux devant la porte. Peu après, la louve démoniaque donne naissance à plusieurs petits loups démoniaques. Hiraku prélève à nouveau un grand nombre de sangliers pour les nourrir. Le loup démoniaque ressent la gentillesse de Hiraku et décide de vivre ici et de devenir le partenaire de Hiraku. La maison devient la chambre du loup, et Hiraku se construit une maison plus grande. À ce moment-là, le dieu veut voir comment va Hiraku, et lorsqu'il trouve Hiraku dans la forêt, il constate que c'est une question épineuse. Il s'avère que la forêt où se trouve Hiraku s'appelle la forêt de la mort et qu'elle est pleine de monstres et de dangers. Une fois de plus, le dieu place Hiraku au mauvais endroit. En ce moment, Hiraku est heureux de gérer sa propre ferme, devenant de plus en plus habile et fabriquant de plus en plus d'outils. Pour remercier le dieu de lui avoir apporté une nouvelle vie,
Il fabrique également une statue du dieu. En plus de cultiver des légumes, Hiraku a commencé à planter des arbres fruitiers, mais ceux-ci mettent généralement plusieurs années à arriver à maturité. Il envisage donc de continuer à agrandir la ferme et trouve une rivière non loin de la forteresse. Sous la protection du loup démoniaque, il réussit à détourner l'eau de la rivière vers sa forteresse en utilisant l'outil agricole omnipotent. Plus tard, il agrandit encore ses terres agricoles, plantant des fleurs de colza, du blé et de la canne à sucre. Le temps passe jour après jour et l'hiver arrive. Pour se réchauffer, il décide de fabriquer des vêtements avec des peaux d'animaux sauvages, mais les peaux d'animaux sauvages non traités sont très malodorantes et se détériorent facilement. Alors qu'il est sur le point d'abandonner, un nouveau membre arrive dans sa ferme, une araignée géante. Cette araignée est une amie du loup démoniaque, et elle peut cracher de la soie pour fabriquer des tissus et des manteaux chauds en peau d'animaux sauvages, ce qui est tout simplement un tailleur naturel. L'araignée s'installe donc à la ferme et, grâce aux vêtements qu'elle a confectionnés et aux légumes et à la nourriture qu'elle a accumulée, ils peuvent enfin survivre à l'hiver. Cet hiver, il neige abondamment à l'extérieur de la maison et Hiraku passe le plus clair de son temps à l'intérieur. Peu à peu, il commence à se sentir un peu seul et espère que quelqu'un lui parlera. Au printemps de l'année suivante, les petits loups démons grandissent et s'enfoncent dans la forêt pour trouver leurs compagnons. L'araignée donne également naissance à de nombreuses petites araignées. Hiraku se sent de plus en plus seul, et maintenant qu'il a tant de compagnons, il ne peut que temporairement mettre ses émotions de côté et travailler plus dur pour faire fonctionner sa ferme. Ce jour-là, l'amour qui appartient à Hiraku arrive enfin. Il trouve une petite fille blessée sous un arbre près de la ferme, et lorsqu'il s'approche de la petite fille, celle-ci mord inopinément le cou d'Hiraku. Lorsqu'elle finit de sucer le sang, son corps grandit. Il s'avère que la fillette est un vampire. C'est alors que les loups l'attaquent et que le vampire rapetisse. La vampire explique rapidement que sucer du sang n'est qu'un moyen de restaurer sa force physique, et qu'elle n'est pas malveillante. Hiraku n'a d'ailleurs ressenti aucun malaise lorsqu'il s'est fait sucer du sang par la jeune fille, ce qui doit être lié au corps sain que lui a donné le dieu. Hiraku regarde la pauvre vampire et décide de la sauver en lui proposant de lui sucer du sang. Il ramène également le vampire dans sa ferme. C'est la première fois que la vampire voit des légumes de la terre, et après avoir mangé une bouchée de tomates, elle exprime immédiatement son étonnement qu'il y ait des légumes aussi délicieux dans le monde. Hiraku est très heureux d'être félicité, il fait donc visiter sa ferme à la vampire et partage ses fruits. Hiraku n'a jamais été aussi heureux. Le soir, Hiraku apprend que le vampire s'appelle Ru, une pharmacienne spécialisée dans les herbes. Parce qu'elle a mis au point une formule précieuse, elle a été pourchassée par les nobles. Plus tard, elle a entendu dire que cette forêt contenait des plantes précieuses, alors elle est entrée dans cette forêt. Hiraku ne veut pas rester seul pour le reste de sa vie, alors il prend son courage à deux mains et invite Ru à vivre ici et à vivre avec lui dans le futur. Ru comprend mal qu'Hiraku la demande en mariage, et selon elle, vivre ensemble signifie être un partenaire. Hiraku rougit immédiatement après avoir entendu Ru dire qu'il la demandait en mariage, mais il insiste sur son idée. C'est peut-être ce qu'on appelle un coup de foudre. Non seulement Hiraku fait de la magie, mais il dirige aussi une ferme dans une forêt dangereuse avec un groupe de loups, et Ru est également attirée par le bel homme mystérieux qu'est Hiraku. De plus, le sang d'Hiraku est le meilleur qu'elle ait jamais sucé, et elle accepte donc la demande d'Hiraku. Ru devient ainsi la première compagne d'Hiraku. Peut-être ne savent-ils pas grand-chose de l'amour dans leur esprit, et savent-ils seulement que lorsqu'ils sont l'un avec l'autre, ils sont heureux et se sentent à l'aise, ce qui est suffisant. Ru jette de la magie pour éclairer les toilettes, afin qu'on puisse les voir clairement la nuit. Elle aide également Hiraku à collecter des sels, et ils peuvent enfin déguster des plats plus délicieux. Alors qu'ils sont en train de perfectionner la ferme, l'araignée chargée de la surveillance émet un avertissement. Il s'avère qu'une fille-ange a été attrapée, ce qui est exactement la même chose que lorsque Ru a été attrapée. Hiraku sauve la jeune fille, et la fille-ange guérit son corps par une simple magie. À ce moment-là, Hiraku découvre que Ru a l'intention de s'échapper discrètement, et la fille aux anges se rend immédiatement sur place pour capturer Ru lorsqu'elle la voit, mais elle se fait battre par les loups démons. Plus tard, Hiraku ramène la fille-ange à la ferme et apprend la vérité au cours de la conversation. Il s'avère que la fille-ange s'appelle Tia. Comme je l'ai déjà dit, Ru est pharmacienne, et elle a fait exploser les maisons des nobles alors qu'elle faisait des recherches sur des potions étranges. La fille aux anges a été invitée par les nobles de la ville pour récupérer Ru. Tia est curieuse de connaître la relation entre Hiraku et Ru répond timidement qu'Hiraku est son chéri. D'après leur conversation, il semble que Tia et Ru aient une bonne relation. À ce moment-là, Ru invite soudainement Tia à vivre ici, et la raison pour laquelle Ru veut que Tia reste, c'est parce qu'elle se sent très fatiguée d'aider seule à la ferme. Ensuite, Ru emmène Tia visiter l'ensemble de la ferme. Elle lui présente alors de nombreux légumes qu'elle ne connaît pas et lui demande de l'aider à récolter des épinards. Hiraku invite Tia à goûter les épinards qu'il a cultivés, et Tia est surprise. C'est la première fois qu'elle mange des légumes aussi frais. Ce qui rend Tia la plus heureuse, c'est qu'elle mange une fraise pour la première fois et qu'elle est complètement conquise par son goût aigre-doux. Tia éprouve un sentiment d'accomplissement pendant le travail à la ferme d'aujourd'hui, et finalement,
à la demande pressante de Ru, Tia décide également de rester ici. Après que Tia s'est jointe à eux, la ferme se perfectionne plus facilement. Tia et Ru lancent des sorts pour aider Hiraku à construire la ferme, et ils perfectionnent de nombreuses installations pendant ce temps. Au fil du temps, Tia espère qu'Hiraku pourra faire pousser davantage de fraises, mais Hiraku lui répond qu'en raison du manque de main-d'œuvre à la ferme, il sera trop occupé s'il augmente la surface de plantation. À cette époque, il trouve plusieurs petits loups démons, qui s'avèrent être élevés par les loups démons, et l'espace de la hutte construite auparavant n'est plus suffisant, alors Hiraku construit spécialement une zone pour les loups démons. Cependant, l'araignée donne également naissance à de nombreuses petites araignées. Elles doivent se procurer de la nourriture à la ferme, et la pression augmente. Tia semble avoir pensé à quelque chose et dit à Hiraku qu'elle veut sortir. Peu de temps après, Tia emmène un groupe de filles elfes à la ferme. Ce groupe d'elfes vivait à l'origine dans le Grand Nord, mais à cause de la guerre, ils ont perdu leur maison et ont erré pendant de nombreuses années. Comme la ferme manque de main-d'œuvre, Tia les invite à la rejoindre. Hiraku s'est ainsi enrichi d'un groupe de belles elfes et a résolu le problème du manque de main-d'œuvre. Avec l'arrivée de nouveaux membres, de nouvelles maisons doivent être construites, et les filles elfes commencent donc à aider à la construction de nouvelles maisons. Bien qu'ils aient l'air faibles, les elfes ont en fait un très grand pouvoir. Bientôt, une grande villa est construite. Hiraku est également très heureux de voir que ces belles filles peuvent vivre ici en toute tranquillité. Bientôt, ce groupe d'elfes se lance dans l'agriculture. Ils sont non seulement travailleurs, mais aussi très intelligents, et ils se familiarisent rapidement avec leur travail. Ce qui surprend le plus Hiraku, c'est que ce groupe de beautés elfiques peut même forger le fer, et avec leur aide, Hiraku obtient la première marmite en fer. Il ne peut s'empêcher de penser que les elfes sont capables de tout. C'est alors qu'une beauté elfique lui rappelle qu'il y a un travail qu'ils ne peuvent pas faire seuls, c'est celui de se reproduire. Les elfes proposent alors de manger des toasts, et après avoir obtenu la permission d'Hiraku, ils se mettent à préparer des toasts. Bientôt, les délicieux toasts sont terminés. Voyant qu'il y a de plus en plus de membres qui viennent dans sa ferme, Hiraku demande à Ru à qui appartient ce territoire, et Ru répond que cet endroit n'appartient à personne, mais qu'en termes de sphère d'influence, il doit être considéré comme le territoire du roi des démons. Hiraku est surpris, mais Ru lui dit de ne pas s'inquiéter, car ils ont construit cet endroit sans l'aide du roi des démons, et qu'il s'agit donc du territoire d'Hiraku. Le temps passe et Hiraku a l'intention de cultiver comme d'habitude. C'est alors qu'il découvre que l'araignée a récupéré une grosse abeille, qui s'avère être la reine des abeilles, et l'araignée espère qu'Hiraku pourra garder la reine des abeilles à la ferme. Hiraku aide alors la reine des abeilles à construire un abri où elle bâtit sa propre ruche. À l'exception de la reine qui a une grande taille, les autres abeilles ouvrières normalement attirées ont une taille normale, sinon l'abri ne pourra pas accueillir ces abeilles. Il semble que Hiraku pourra bientôt obtenir du miel. Après cela, Hiraku commence un autre travail, avec l'intention de construire un réservoir dans sa ferme pour faciliter l'irrigation des terres cultivées. Il creuse d'abord une énorme flaque d'eau près de la ferme, puis utilise l'outil agricole omnipotent pour solidifier le sol et créer un canal qui ne fuira pas. Avec l'aide des elfes, il leur faut 2 jours pour canaliser l'eau des rivières lointaines vers le réservoir. De manière inattendue, ce travail leur apporte un bénéfice inattendu. Hiraku a gagné beaucoup de poissons laids et étranges dans le réservoir. Il les fait griller et les donne à Ru et Tia, qui avaient d'abord peur de manger ces poissons étranges de la forêt de la mort, mais ils en mangent à peine une bouchée lorsqu'ils voient que Hiraku va bien après les avoir mangés. Plus tard, ils sont immédiatement subjugués par ce goût. D'autres beautés elfiques viennent également manger. Ensuite, Hiraku conserve le poisson étrange inachevé en le salant. Avec le réservoir, Hiraku a l'intention de cultiver du riz du monde humain. Il s'y emploie de jour comme de nuit à l'aide de l'outil agricole omnipotent et finit par cultiver une rizière. Il verse l'eau du réservoir dans la rizière, puis demande aux elfes d'enlever leurs chaussures et de marcher dans la rizière. Au bout d'un moment, Hiraku prend des semis et commence à leur apprendre à planter des semis. Les elfes sont très doués pour apprendre et ils maîtrisent rapidement la technique de plantation du riz. C'est ainsi que la culture du riz est achevée avec succès. Grâce à la bénédiction de l'outil agricole omnipotent, le riz est bientôt cultivé. Avec l'aide des elfes, ils récoltent rapidement le riz. Hiraku emporte les épis récoltés dans la maison après les avoir fait sécher, puis transforme l'outil agricole omnipotent en batteuse pour les battre. Ensuite, il utilise un tamis pour filtrer les feuilles et quelques impuretés, puis il les met dans un mortier de pierre pour les débarrasser de leur enveloppe. Enfin, le riz est récolté. Hiraku le fait cuire et en fait des boules de riz, qui sont ensuite remplies de poissons séchés et distribuées aux filles présentes. Ces dernières mangent du riz pour la première fois, et elles sont toutes subjuguées par ce goût rare. Elles commencent à se lamenter sur le fait que le dur labeur de ces jours-ci en vaut la peine. Hiraku emmène ensuite les filles travailler dans la rizière. Les elfes lancent des sorts pour enlever la saleté de leur corps à chaque fois qu'elles finissent de travailler. Cela frustre Hiraku, qui ne sait pas faire de magie. C'est alors que lui vient l'idée de construire un bain à la ferme. Il dessine donc le plan d'un bain, qui montre non seulement le réservoir, mais aussi un four pour faire bouillir l'eau. De cette façon, ils peuvent se baigner dans la source d'eau chaude à l'intérieur de l'établissement.
Après cela, ils se remettent au travail. Maintenant, avec l'arrivée de nouveaux membres, ils peuvent travailler très vite, et il ne leur faut que quelques jours pour construire l'établissement de bains du dessin. À ce moment-là, Hiraku pense à un problème, comment gérer les eaux usées des bains? Si les eaux usées sont déversées dans la rivière, elles provoqueront une pollution secondaire. Tia propose une solution, récupérer quelques limaces. Il s'avère que dans ce monde, les limaces se spécialisent dans la consommation de déchets et de matières organiques mortes pour purifier l'environnement. Tia part donc capturer des slimes, et Hiraku construit un bassin pour que les slimes puissent se purifier à la manière des eaux usées. Enfin, l'établissement de bains est terminé. Hiraku voulait d'abord apprendre aux filles comment utiliser les bains, mais celles-ci lui demandent directement de leur faire une démonstration. Hiraku se déshabille donc devant les filles, ne laissant qu'un short, et leur apprend à se baigner comme des humains. Il fait trempette dans la piscine d'eau chaude, se sentant très heureux en un instant. Voyant Hiraku s'amuser autant, les filles se déshabillent toutes et se baignent dans la piscine. Hiraku ne s'attendait pas à ce que les filles de ce monde soient aussi ouvertes, et ils passent tous une bonne journée. Peu après, le loup démoniaque ramène 5 beautés elfiques de l'extérieur, et ces elfes sont les partenaires perdus des elfes qui sont venus pour la première fois à la ferme. Ils s'habituent rapidement à la vie à la ferme. Maintenant que de nouveaux membres les rejoignent, ils commencent à construire une nouvelle maison. Le chef des loups démoniaques regarde la vie d'Hiraku et un souvenir lui revient en mémoire. Il s'avère que le chef des loups démons était le légendaire loup démon de l'enfer, qui était très puissant, puis il a rencontré une femelle plus forte que lui, et ils sont tombés amoureux. Plus tard, la louve est tombée enceinte. Malheureusement, ils rencontrèrent le roi de la forêt, l'ours Grappin. Dans la bataille avec l'ours, ils furent blessés et perdirent la capacité de chercher de la nourriture. Alors qu'ils pensaient mourir, ils rencontrèrent Hiraku. Le chef des loups démons a pu sentir le puissant mana sur l'outil agricole omnipotent d'Hiraku, pensant qu'il allait être tué, mais de façon inattendue, Hiraku les a adoptés et les a nourris de délicieux sangliers. Ce qu'Hiraku ne sait pas, c'est que les sangliers qu'il a chassés sont des monstres terrifiants dans la forêt, et qu'il existe une autre règle dans ce monde, à savoir que les femelles sont beaucoup plus fortes que les mâles. Voyant qu'Hiraku a conquis tant de femmes, le chef des loups démons se prend d'admiration pour Hiraku. Les membres étant de plus en plus nombreux, les maisons existantes sont trop petites pour y vivre. Hiraku travaille avec d'autres pour construire une très grande villa où chacun a sa propre chambre. Le plus étrange, c'est qu'il y a aussi des chambres spécialement préparées pour que les elfes puissent se reproduire. Un jour, Hiraku a une nouvelle idée et il a l'intention de préparer son ingrédient préféré, le curry. Il a déjà planté à l'avance des épices spéciales pour le curry, et grâce à l'outil agricole omnipotent, les plantes qui ne peuvent pas pousser dans les régions enneigées peuvent quand même pousser avec succès. Hiraku présente à Tia et Ru les principaux composants du curry. Les graines de cumin sont la source principale de l'odeur, le curcuma est le composant principal de sa couleur, et les graines de coriandre et la coriandre sont également des assaisonnements essentiels. À ce moment-là, les loups démons sentent curieusement l'odeur de la coriandre, avant d'être assaillis par elle et de s'enfuir immédiatement. En voyant cela, Tia et Ru s'intéressent immédiatement à la question. Lorsqu'Hiraku rassemble les ingrédients nécessaires à la préparation du curry, Tia et Ru disparaissent. Quelqu'un dit qu'ils sont allés étudier la coriandre et qu'ils ont l'intention de faire une potion pour chasser les démons. Cependant, il y a aussi des beautés elfiques qui aident Hiraku, et pendant la cuisson, l'odeur du curry attire de nombreuses beautés à proximité. Ensuite, Hiraku prévoit de préparer un aliment de base, le naan, un plat spécial à base de farine. C'est son plat préféré lorsqu'il mange du curry. Peu de temps après, les naans et le curry sont cuits. Hiraku invite toutes les filles ici présentes à goûter le repas ensemble, mais le naan et le curry ont l'air si mauvais que les filles hésitent. À la demande pressante de Hiraku, Ru prend la première bouchée et est immédiatement fascinée par ce plat spécial. Les autres filles commencent à goûter et sont toutes conquises par cette nourriture rare et délicieuse. Bientôt, le curry est consommé par le groupe de filles. Hiraku regrette de ne pas avoir beaucoup mangé, mais en pensant que tout le monde apprécie ce qu'il a préparé, il est très satisfait. Le temps passe vite et l'hiver arrive. Hiraku commence à préparer des provisions pour l'hiver, et l'araignée confectionne des édredons, tandis que Ru et Tia jettent de la magie pour conserver la viande et la rendre plus facile à stocker. Hiraku ne sait pas faire de magie, il ne peut donc créer qu'un simple réfrigérateur pour conserver les légumes grâce à ses connaissances en agriculture. Le soir, il se plaint à Ru qu'à chaque fois qu'il voit Ru et les autres faire de la magie, il se dit que ce serait bien s'il pouvait lui aussi faire de la magie, et il a l'impression que tout le monde est très doué, sauf lui, qui ne sait que cultiver et cuisiner. De façon inattendue, Ru lui dit que dans son cœur, Hiraku est le meilleur d'entre eux, capable de construire une maison où les gens se sentent à l'aise en peu de temps, et que personne ne peut le faire dans ce monde chaotique. Réconforté par Ru, Hiraku se sent enfin moins déçu. L'hiver est bientôt arrivé. Contrairement au passé où il n'y avait qu'une seule personne pour passer l'hiver, cette fois-ci, Hiraku est accompagné d'un groupe de beautés. Pour rendre la vie moins ennuyeuse, Hiraku utilise l'outil agricole omnipotent pour créer des jeux de société, notamment des échecs inversés et même du mahjong.
Étonnamment, les loups démons peuvent rapidement maîtriser les règles et devenir des maîtres des échecs, et même apprendre rapidement le mahjong. Hiraku n'est pas du tout à la hauteur, et il semble que les loups démons soient très intelligents. Hiraku et les filles passent ainsi un hiver très agréable. Alors que la neige disparaît, le printemps arrive et l'araignée tire la sonnette d'alarme. Une wyverne géante apparaît au-dessus de la ferme d'Hiraku. Avant que Hiraku ne puisse réagir, la wyverne crache une boule de feu. Tia et Ru s'allient pour lancer une barrière afin de résister à la boule de feu, mais les flammes mettent le feu à certains champs de la ferme. La wyverne est un monstre de haut niveau, et Tia et Ru ne sont pas sûrs de pouvoir la vaincre. S'ils échouent, la ferme construite grâce aux efforts d'Hiraku sera complètement détruite. Hiraku est très inquiet. Il veut juste protéger sa ferme et ses nouveaux amis. L'instant d'après, il se retrouve avec une lance supplémentaire dans la main, fabriquée à partir de l'outil omnipotent, ainsi qu'avec sa forte volonté. Hiraku se sent plein de puissance et lance la lance directement sur la wyverne. La lance transperce sa défense et ses ailes, et Hiraku attaque à nouveau, transperçant directement le corps de la wyverne. Tia et Ru sont choqués par la force d'Hiraku, qui a vaincu le monstre de haut niveau de ce monde en seulement 2 attaques. Ils trouvent le corps de la wyverne, qui a dû passer accidentellement près de leur ferme, au grand soulagement d'Hiraku. En regardant le corps de la wyverne, Hiraku demande « Peut-on la manger ?» Peu après, Hiraku transforme la viande de la wyverne en divers plats. Dans ce monde, la viande de wyverne est un aliment précieux, et on raconte que même certains rois ne peuvent pas y goûter, bien qu'ils disposent de toutes les ressources du pays. Ru demande à Tia, tout en goûtant la viande de wyverne, si elle peut bloquer l'attaque de la lance d'Hiraku, et Tia répond rapidement que c'est impossible car l'attaque d'Hiraku est au-delà de ses capacités de résistance. Les 4 grands généraux du royaume démoniaque ont la même idée que Tia. La nouvelle de la victoire d'Hiraku sur la wyverne il y a peu s'est répandue dans tout le monde, et après avoir évalué la force d'Hiraku, les 4 généraux constatent qu'ils ne sont absolument pas de taille à l'affronter. En ce moment, ils se sentent troublés par cet homme fort qui apparaît soudainement. À ce moment-là, Hiraku regarde les raisins de la ferme et a une bonne idée, celle de faire du vin délicieux. Rapidement, il prépare des récipients et divers outils pour la fabrication du vin. Le plus important est maintenant de marcher sur les raisins avec les pieds. Tia et plusieurs beautés elfiques marchent sur les raisins dans un tonneau sous les ordres d'Hiraku, et Tia tombe accidentellement et s'assoit sur les raisins, ce qui donne au vin une saveur encore plus spéciale. Après un dur labeur, ils gagnent de nombreux tonneaux de jus de raisin, et ils obtiendront du vrai vin lorsque le jus aura fermenté. Tôt le lendemain matin, l'araignée sonne l'alarme. Hiraku trouve une fille, et Ru est surpris de la voir. Il s'avère que la fille est Flora, la sœur de Ru, et qu'elle a entendu dire que l'ange Tia avait jeté son dévolu sur Ru, alors elle la poursuit jusqu'ici. Sous les explications de Ru, Flora apprend qu'Hiraku est le maître de Ru, et qu'il y a peu de temps, Hiraku a vaincu une wyverne. Flora admire immédiatement Hiraku. Sachant que Flora est la sœur de Ru, Hiraku l'invite chaleureusement à rester et lui offre la très précieuse viande de wyverne ainsi que de délicieux mets. Flora est conquise par la nourriture, et elle décide de rentrer chez elle une fois pour s'installer ici pour longtemps. Un mois plus tard, Flora arrive à la ferme avec quelques servantes et 2 vaches. Hiraku est très heureux d'avoir du lait, avec lequel il peut préparer de nombreux plats à base de lait. Tia voit Flora amener un tel groupe de serviteurs et pense qu'il y a déjà beaucoup de membres d'autres races à la ferme, alors qu'elle est le seul ange. Elle propose immédiatement à Hiraku de sortir. Peu après, Tia revient à la ferme avec son peuple, dont des anges spécialisés dans les patrouilles et des hommes lézards qui effectuent des travaux manuels. De plus, Tia apporte des poules, ce qui leur permet d'avoir des œufs. Au fur et à mesure que de nouveaux membres se joignent à eux, la ferme s'agrandit. La ferme ressemble désormais davantage à un village. Hiraku réunit donc quelques membres du noyau dur, dans l'espoir de donner un nom au village. Poussé par l'araignée, Hiraku s'inspire de l'arbre qui se trouve au milieu du village. Le soir, Hiraku annonce que leur village est officiellement nommé le Grand Village des Arbres, et pour commémorer la nuit, Hiraku sort le vin qui a été fait il n'y a pas si longtemps. Sous les applaudissements, Hiraku devient le chef du Grand Village des Arbres. Ce soir-là, tout le monde s'amuse beaucoup et montre sa passion pour cette nuit spéciale. Hiraku est déterminé à protéger les villageois qui se trouvent devant lui. Au fil du temps, chacun s'adapte progressivement à son travail. Un jour, l'ange chargé de la patrouille signale l'arrivée de Bezel, le messager du royaume démoniaque. Bezel arrive avec un cadeau préparé, disant qu'il est venu délivrer un message au seigneur d'ici au nom du seigneur du roi démon, et qu'il veut parler au seigneur de la propriété de la terre. Hiraku se souvient immédiatement que Ru a dit que leur ferme se trouvait en fait sur le territoire du roi démon. Hiraku devine que le roi démon essaie peut-être de lui demander de payer des impôts, alors il propose immédiatement de donner 10% de la récolte de la ferme en guise d'impôt si le roi démon le laisse vivre ici. Bezel est un peu surpris d'entendre les paroles d'Hiraku, mais il accepte rapidement. Il signe ensuite un contrat. Après le départ de Bezel, tous les habitants du village sont très heureux et félicitent Hiraku pour sa décision. Auparavant, les autres devaient payer 50 à 60% de la récolte en guise d'impôt, alors qu'aujourd'hui,
ils ne doivent payer que 10% de la récolte en échange de la protection du royaume démoniaque. De plus, le cadeau de Bezel est une panacée très précieuse qui peut guérir de nombreuses blessures. Contrairement aux gens qui s'amusent dans le grand village des arbres, Bezel est un peu paniqué. Il s'avère qu'après avoir appris qu'Iraku pouvait facilement vaincre la Wyvern, ils avaient prévu de donner la terre à Iraku. Lorsqu'il a vu la princesse vampire et l'ange le plus puissant du village, ainsi que les elfes de haut niveau et les loups démons de l'enfer, il est devenu plus sûr de ses idées. Contre toute attente, Iraku propose de payer des impôts et de se soumettre au roi des démons. Bezel n'ose pas désobéir aux paroles d'Iraku et ne peut qu'accepter sa demande. Heureusement, Iraku s'est montré amical et lui a donné quelques spécialités avant de partir. C'est alors que Bezel découvre que le tissu utilisé pour emballer les spécialités est fait de la soie de l'araignée démoniaque, et la légende veut que cette araignée démoniaque soit aussi puissante que le roi des démons. Les habitants du royaume démoniaque ont de plus en plus peur d'Iraku. En ce moment, il y a de nouveaux visiteurs dans le village du Grand Arbre, un dragon bleu et ses serviteurs qui vivent dans le repère au sud du village, et ils ont vu Iraku vaincre la Wyvern auparavant, alors ils viennent pour montrer leur faveur. Ils préparent spécialement une épée en guise de cadeau de bienvenue. Le dragon bleu se transforme en humain et salue Iraku. Il s'appelle Dream et appartient au clan des dragons. Apprenant que Dream est son voisin, Iraku prépare un vin délicieux pour divertir Dream. Dream est conquis par le vin, qui contient l'odeur corporelle de beauté de toutes les races. Après avoir discuté ensemble, ils deviennent de bons amis et Iraku offre à Dream de nombreuses pommes avant de partir. Peu après, un groupe d'hommes-bêtes arrive au village. Ils vivent sur la montagne à l'est du village, et ils viennent cette fois pour nouer de bonnes relations avec le village. Comme ce groupe d'hommes-bêtes ne connaît pas l'étiquette, ils n'apportent pas de cadeaux de bienvenue à leur arrivée, et ils sont presque traités comme des ennemis par les villageois du village du Grand Arbre. Heureusement, Iraku n'en a cure, et le groupe d'invités se régale de mets délicieux sous sa direction. Après avoir mangé et bu suffisamment, les hommes-bêtes expliquent la raison de leur visite. Il s'avère qu'ils vivent du commerce avec les villages humains voisins grâce aux provisions qu'ils obtiennent par la chasse et l'exploitation minière. Cependant, à cause de certains conflits, leur commerce est maintenant au point mort. Récemment, le royaume démoniaque a annoncé l'emplacement de son nouveau territoire, le village du Grand Arbre. Ce groupe d'hommes-bêtes a l'intention de se lier d'amitié avec le village et de devenir ses nouveaux partenaires commerciaux. Les hommes-bêtes peuvent fournir de nombreux objets et matériaux à base de minerais, dont le grand village des arbres a besoin, et il se trouve que les hommes-bêtes manquent de nourriture. Les deux villages concluent donc un accord commercial, et le grand village des arbres échange de la nourriture contre ces matériaux. Peu de temps après, le jour du premier échange arrive, et Iraku a l'intention d'aller commercer lui-même, mais il est arrêté par Ru, qui dit que le chef sera facilement en danger s'il se précipite sur le territoire des autres. Il tire donc au sort, et c'est finalement Tia qui livre la marchandise. Dream est toujours venu prendre un verre car il buvait des vins délicieux. Lorsqu'il apprend que le grand village des arbres doit livrer des marchandises à d'autres villages, il propose immédiatement d'aider à livrer les marchandises lui-même. Les marchandises ont mis 10 jours à arriver sur le territoire des hommes-bêtes, et avec l'aide de Dream, elles sont livrées en moins d'une journée. Tia conclut bientôt l'échange et retourne au village. Les récoltes d'Iraku sont si populaires qu'elles sont rapidement épuisées. Pendant ce temps, les hommes-bêtes proposent d'installer 20 hommes-bêtes au village du Grand Arbre, tous des femmes. Iraku pense que son village manque effectivement de main-d'œuvre, mais il estime qu'il y a trop de femmes dans le village, et il pose donc une condition supplémentaire, à savoir que plusieurs jeunes hommes doivent également s'installer dans le village. Plus tard, les hommes-bêtes envoient un groupe de belles filles mignonnes et sexy, et ils envoient quelques hommes conformément à la condition, mais ces hommes sont en fait très jeunes. Iraku est troublé, mais les belles filles elfes sont très excitées, pensant que dans 5 à 10 ans, ces petits garçons deviendront des adultes, et que les elfes pourront alors se reproduire. Quelques jours plus tard, Iraku entend le bruit d'un combat près du village, et l'ange chargé de patrouiller lui dit qu'il s'agit de Super Warcraft Grappling Bear et Bloody VP qui se battent non loin de là. Iraku aurait été effrayé auparavant, mais il s'est maintenant habitué à son pouvoir, et il n'a qu'une idée en tête, peut-il manger les deux monstres? Iraku utilise son outil agricole omnipotent pour tuer les deux monstres d'un seul coup, ce qui choque les villageois. Bientôt, Iraku prépare de la délicieuse viande d'ours et de serpent grâce à ses talents de cuisinier. Les villageois le mangent avec plaisir et admirent encore plus Iraku. Peu après, un groupe de nains vient exprimer son désir de vivre dans le village des grands arbres. Il s'avère qu'ils ont entendu dire qu'il y a un vin rouge super délicieux dans le village des grands arbres, et les nains aiment beaucoup boire de l'alcool. Ils peuvent brasser du whisky de maïs en échange de devenir résidents du village des grands arbres. Depuis, une autre race est devenue membre du grand village des arbres. Peu après, les nains brassent du whisky de maïs avec la nourriture abondante du village, et le soir, ils organisent une fête avec les villageois. En pensant au fait qu'il y a enfin des hommes dans le village, Iraku demande secrètement à ses nains s'il y a des beautés qu'ils aiment. Mais ils lui répondent qu'ils n'aiment que les belles à barbe. En entendant cela, Iraku ne peut que se lamenter sur le fossé culturel. La paix ne dure que quelques jours, et un accident survient. Un jour,
2 dragons apparaissent à l'extérieur du village. Il s'avère que Dream, du clan du dragon, venait souvent au village du Grand Arbre pour boire, ce qui faisait croire à sa femme et à sa fille qu'il les trompait. Après avoir appris la vérité, elles se sont enfin senties soulagées. Lorsque la femme de Dream est apparue, sans l'aide de son vieil ami, l'araignée du village, elle aurait pu être tuée par Iraku. Incapable d'ignorer cette force terrifiante, elle décide de laisser sa fille Lastis Moon au village, pensant qu'il serait préférable que sa fille se lie avec Iraku. Depuis lors, Lastis Moon est également restée au village du Grand Arbre. Lastis Moon est si puissante qu'elle brise toujours les récoltes en travaillant. Plus tard, Iraku découvre qu'elle connaît très bien l'étiquette et d'autres normes, et il la charge donc des relations diplomatiques du village. Bezel, le messager du royaume démoniaque, découvre que la diplomate du village des Grands Arbres est issue du terrifiant clan du dragon, et il est une fois de plus choqué par la puissance du village des Grands Arbres. De retour chez lui, Bezel décide d'envoyer sa fille Florem au village des Grands Arbres afin de recueillir davantage de renseignements. Dès le premier jour, Florem est effrayée par les membres du village. Elle voit des anges, des elfes de haut niveau, des loups de l'enfer et des araignées démoniaques, et se rend compte que le village sera bien plus puissant que le royaume démoniaque si toutes les races unissent leurs forces. En apprenant que le chef du village peut vaincre seul les dragons, elle a encore plus peur d'Iraku. Elle n'a qu'une idée en tête, celle d'entretenir de bonnes relations avec le village du Grand Arbre. Depuis, le village du Grand Arbre s'est développé rapidement. Un jour, Iraku veut manger un hot pot de fruits de mer, alors il envoie Florem et le diplomate Lastis Moon dans les mers lointaines pour faire du commerce avec un marchand de fruits de mer local. Peu de temps après, le marchand de fruits de mer vient au village des Grands Arbres pour signer un contrat et établir une relation commerciale à long terme avec eux. Le marchand de fruits de mer accepte sans hésiter parce qu'il est effrayé par la puissance terrifiante du village et que les récoltes du village sont de très bonne qualité. Ensuite, un autre dragon arrive au village du Grand Arbre. Il s'agit en fait de la sœur de Dream, Akuran, qui a appris que Dream allait marier sa fille au chef du village des Grands Arbres, et qui vient donc tester la force d'Iraku. Mais surtout, Lastis Moon a 900 ans de moins qu'Akuran, et elle ne veut pas que sa nièce trouve un amant plus tôt qu'elle. Après avoir appris l'identité de Akuran, Iraku l'a diverti. Akuran a entendu dire que le village du Grand Arbre possède un jeu spécial appelé Mahjong, en plus d'une nourriture délicieuse, et elle demande alors à Iraku de l'emmener jouer. Iraku emmène donc Akuran, Dream et Lastis Moon jouer au Mahjong. Pour rendre les choses encore plus drôles, il décide d'enlever un vêtement à chaque défaite. Au final, Iraku ne gagne aucun avantage dans le jeu et finit par se déshabiller. Après cette nuit, Akuran décide de rester au village du Grand Arbre. Iraku découvre que Akuran est doué pour l'enseignement et lui confie l'éducation des enfants du village. En outre, un autre incident intéressant se produit au village. Lors d'une patrouille, les loups démons découvrent les dames Lamia qui proposent de se soumettre au village du Grand Arbre pour éviter l'invasion. Iraku découvre que les Lamia sont douées pour le transport, et depuis lors, elles sont devenues un groupe de transport dans le grand village des arbres, aidant à transporter des fournitures vers diverses villes. À ce moment-là, Yuri, la fille du roi démon, discute avec 3 nobles de la manière d'attaquer le village du Grand Arbre. Il s'avère que Florem est une amie de la fille du roi des démons. Elle découvre que Florem n'est pas rentré chez lui depuis longtemps et pense qu'il a été enlevé par les habitants du village du Grand Arbre. Elle a donc l'intention de lancer une attaque pour récupérer Florem. Florem est devenue la trésorière du grand village des arbres, et elle apprend la nouvelle de son père à temps. Avec l'aide des Lamia, elle réussit à faire fuir l'armée qui tentait d'attaquer le village. Pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent, Florem emmène Yuri et les 3 filles nobles visiter le village du Grand Arbre, et après avoir appris le terrifiant pouvoir du village du Grand Arbre, les filles n'osent plus provoquer le village du Grand Arbre. Yuri apprend également de Florem que cette dernière s'est portée volontaire pour rester dans le village du Grand Arbre plutôt que de se laisser menacer. Non seulement le village offre une nourriture variée et délicieuse, mais ses habitants sont également très amicaux, et c'est pourquoi elle est restée. Les 3 sœurs nobles proposent alors de rester en tant que subordonnées de Florem, car elles sont fatiguées depuis longtemps des intrigues entre les nobles de la ville. Après cela, le village du Grand Arbre retrouve sa tranquillité. Le temps passe et l'automne arrive. Les villageois commencent à collecter de la nourriture pour l'hiver, mais ils se rendent compte que même s'ils remplissent l'entrepôt, ils ont encore une grande quantité de nourriture en trop. Akuran et Lastis Moon décident de donner une partie de cette nourriture à leurs parents éloignés. Lorsqu'Akuran retourne au village du Grand Arbre, elle ramène un groupe d'elfes des montagnes. Ces elfes vivaient à l'origine sur une montagne lointaine où la nourriture et les provisions sont rares, et ces elfes de montagne ne pouvaient presque pas survivre. Voyant ces pauvres elfes, Akuran a l'intention de les laisser s'installer au village du Grand Arbre. Ces elfes des montagnes pensent qu'ils peuvent aider le village à chasser grâce à leur talent de chasseur. Cependant, toutes les créatures de la forêt de la mort sont plus puissantes qu'eux, et chaque fois qu'ils partent à la chasse, non seulement ils ne gagnent rien, mais ils se blessent souvent. Heureusement, Iraku découvre que ces elfes des montagnes peuvent trouver de l'argile pour faire de la poterie parce qu'ils vivent dans les montagnes depuis longtemps. Il finit par les affecter à la fabrication de poterie dans le village.
L'hiver arrive bientôt. Les villageois remarquent que Rue semble malade. Elle a envie de vomir tout le temps, et elle ne veut rien manger, sauf des choses acides, comme des tomates. La fille bête à côté d'elle devine que Rue est peut-être enceinte. Les villageois sont ravis d'apprendre que Rue est enceinte. À partir de ce jour, Rue commence à se reposer. Quant à savoir qui est le père de l'enfant, il s'agit sans aucun doute d'Iraku. Bientôt, l'hiver a disparu et le ventre de Rue grossit. Iraku se préoccupe chaque jour de la santé de Rue, ce qui lui fait chaud au cœur. Maintenant, le village du Grand Arbre est pratiquement formé. Les servantes sont chargées du nettoyage de l'intérieur et de la cuisine. Comme elles insistent pour se lever plus tôt que le chef du village, Iraku doit se lever plus tard, sinon les servantes seront très fatiguées. Les 3 anges chargés des patrouilles sont également très spéciaux. Ils sont beaux et forts au combat, mais ils sont très paresseux en dehors du travail. Ils ne sont pas du tout doués pour les tâches ménagères, et même leurs vêtements sont lavés par des hommes lézards. Iraku utilise également son outil agricole omnipotent pour fabriquer des accessoires, notamment des jouets pour les enfants du village et des meubles. Des entraînements au combat sont également organisés régulièrement dans le village en cas d'invasion ennemie. Pendant ce temps, Iraku découvre que depuis que Rue est enceinte, chaque fois qu'il prend un bain, des beautés elfiques se faufilent dans sa chambre. Il semble que ces beautés elfiques veuillent avoir des bébés avec Iraku. Cela le rend très impuissant. Un jour, un nouvel invité arrive au village, et lorsqu'Iraku le trouve, il est en train de se prosterner devant la statue du dieu sculptée par Iraku. Il s'avère que cet invité est le progéniteur vampire, qui a des milliers d'années et peut être considéré comme l'aîné de Rue. Il a appris que Rue est enceinte et vient lui rendre visite. Selon lui, le dieu de ce monde l'a béni à sa naissance, et il le respecte donc beaucoup. Voyant que le progéniteur vampire aime beaucoup la statue du dieu, Iraku décide de sculpter une copie de la statue et de l'offrir au progéniteur vampire. En échange, ce dernier lui offre un piano de grande valeur. Plus tard, Iraku se rend chez un marchand et achète quelques pianos bon marché pour s'entraîner. Depuis, les villageois ont eu droit à un autre cours intéressant. Les filles du royaume démoniaque savent jouer du piano et apprennent aux villageois à jouer du piano pendant les pauses. Le temps passe vite et, après quelques mois, le jour de l'accouchement de Rue approche. Pour fêter l'arrivée du bébé, les villageois préparent divers cadeaux pour Rue. L'araignée a même confectionné des vêtements pour le bébé. Iraku est aux côtés de Rue, et tous deux rêvent de leur belle vie future ensemble. C'est alors que Rue ressent une douleur soudaine et qu'il est temps d'accoucher. Iraku appelle immédiatement les villageois à l'aider. Grâce à l'effort de tous, le bébé naît en bonne santé. Lorsqu'Iraku tient le bébé dans ses bras, il est très excité. Dans sa vie précédente, il était allongé sur un lit d'hôpital à cause d'une maladie, et il vivait seul. Dans cette vie, il a sa maîtresse et son enfant, et il se promet de faire grandir son enfant en bonne santé. L'arrivée du bébé a apporté de la vitalité au village du Grand Arbre, et les villageois l'aiment tous beaucoup. Comme le grand village des arbres devient de plus en plus grand, Iraku, en tant que chef du village, doit s'occuper de tous les travaux et de toutes les affaires, ce qui le rend très occupé. S'il continue ainsi, il ne pourra pas passer plus de temps avec sa femme et son enfant. Un jour, il réunit tout le monde et propose un nouveau système, qui consiste à échanger les objets avec la monnaie qu'ils gagnent. Au début, ils peuvent obtenir 3 pièces spéciales, qu'ils peuvent échanger contre leurs objets préférés, qu'il s'agisse de vin, de nourriture ou de meubles. Avec l'ajout du système monétaire, les règles du grand village des arbres deviennent plus standardisées. Iraku est enfin soulagé. Peu après, le grand village des arbres organise un banquet pour célébrer l'arrivée du bébé. Les nains apportent leur propre vin rouge, et tout le monde boit joyeusement ce soir-là. D'autres pays et d'autres forces ont appris que le chef du grand village des arbres avait eu son propre bébé, et ils ont commencé à préparer leurs propres cadeaux. Le village du Grand Arbre est devenu une force très puissante dans ce monde. En outre, de nombreuses personnes dans ce monde veulent rejoindre le riche village du Grand Arbre. À la suggestion de tous, Iraku décide de continuer à étendre son territoire et de construire un nouveau village à côté du grand village des arbres, qui sert à aider les réfugiés sans abri. Il espère ainsi pouvoir aider plus de gens grâce à sa propre force. Les villageois sont énergiques et veulent transmettre la vie heureuse du grand village des arbres à ceux qui souffrent. C'est la fin de cet anime, mais pas celle du grand village des arbres. Iraku prendra l'outil agricole omnipotent et l'espoir de l'avenir pour aider tout le monde dans ce monde. Au lieu d'en vouloir au monde pour les souffrances qu'il a subies dans sa vie précédente, Iraku traite tout le monde avec gentillesse. Les personnes fortes ne devraient pas utiliser leur propre pouvoir pour opprimer les autres, mais devraient être gentilles avec le monde, même après avoir connu les souffrances de la vie, tout comme Iraku. La vidéo d'aujourd'hui se termine ici. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Au revoir.